Et si l'on apprenait qu'un non-juif avait trouvé la mort là-bas, on aurait accusé Elkana et tous les Bni Israël, et pas seulement eux deux, toute la ville. Et on aurait mis en prison pour ensuite les condamner à mort. Donc, tout de suite, il s'est dit, oh là là, il faut absolument que je me débarrasse du corps. Son cerveau se mit à fonctionner très très vite. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il faut que j'enlève le corps. À cette époque, le téléphone n'existait pas, mes chers amis, pour demander de l'aide à Elkana, parce qu'il était seul à soulever un corps qui devait peser des tonnes. Et donc, notre contremaître, en fin de compte, Shaoul, il décide de dissimuler le corps en l'enterrant dans la forêt qui était juste à côté de l'usine. Et il se dit, au moins, on est en sécurité. Le lendemain, ça veut dire le lundi matin, lorsque le Olag ne se présentait pas au travail, tous les ouvriers ont commencé à s'étonner, parce que ce n'était pas son habitude. L'usine, c'était sa vie. Il était là-bas du matin jusqu'au soir. Donc tout le monde se sont dit, où est passé Olag? Et Elkana et tous les employés se sont dit sûrement que Olag est malade, il est sûrement fatigué, etc. Mais demain, il va revenir. Mais à la fin de la semaine, lorsque Olag ne rentrait pas chez lui, alors à ce moment-là, sa mère se mit à s'inquiéter. Et depuis la dernière scène avec son père, elle a commencé à se faire des soucis. Et elle s'est dit, oulala, va savoir si ce n'est pas à cause de ça. Donc elle a attendu 1 à 2 jours, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à la police pour signaler la disparition de son fils. Le lendemain matin, les policiers ils sont venus enquêter à l'usine et poser plein de questions au patron et au contremaître. Et qu'ils étaient en train de là, et ils ont commencé à interroger aussi les ouvriers. Mais comme personne n'était au courant, Baruch Hashem. Mais malheureusement, il y avait 2 voisins qui habitaient face à la fabrique de savon. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent aux policiers? Ils témoignent qu'ils ont vu Olag ouvrir la porte de bonheur le dimanche juste la semaine dernière et que Elkana était avec un couteau en train de le poignarder. Oui, on l'a vu. La police, que tu dis, c'est pas possible. Donc Elkana affirme toute son innocence et qu'il n'avait pas du tout vu Olag, et c'était la vérité. Et que toute la semaine, on n'avait pas du tout eu l'idée où se trouvait Olag. Comment moi je vais tuer un individu? Jamais de la vie. J'ai besoin encore plus lui que j'aime beaucoup. Et donc le contremaître se fait interroger. Et on commence à lui poser des questions et son cœur, je ne vous dis pas à combien il battait. Mais il a dit qu'il n'avait absolument rien vu, rien entendu. Mais il ne fallait pas que les policiers posent leur oreille sur son cœur parce qu'il était en train de battre à 1000 allures. Et il répondait aux questions d'une manière froide. Entre-temps, les 2 témoins non juifs, ils ont commencé à agrémenter leur version en inventant des faits et des fausses choses. Et qu'ils ont dit qu'il n'avait pas seulement un petit couteau, mais un grand couteau. Oui, on l'a vu. Et le même jour, malheureusement, Elkana a été conduit devant le juge. Mais il clamait son innocence. Il dit, mais c'est quoi cette folie? Comment on peut m'accuser de cette chose-là? Et de toutes ses forces, il demandait d'être innocenté. Et il demande naturellement les services d'un avocat. Même si ça servait à rien, mais il s'est dit, peut-être, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et il commande à soudoyer le juge et tout le monde. Et c'était l'habitude là-bas en Russie, et je ne sais pas si c'est pas encore valable. Et après, malheureusement, quelques jours d'emprisonnement, le juge a fixé une date pour le procès, et après l'intervention de l'avocat, Baruch Hashem, notre Elkana, fut libéré, mais sous caution. Et vous savez qu'on est libéré sous caution, et en Russie, c'est pour terminer soit la prison à vie, ou bien la mort.
Maintenant, notre Elkana, en quittant la prison, il se dirige tout droit chez le tzaddik, pas chez le contremaître, chez le tzaddik. Qui était le tzaddik de cette génération? Il s'appelait Rabbi Israël Friedman, c'était le Hadmour de Rougine, c'était comme ça qu'on l'appelait. Lui, il est né le 5 octobre 1796 et il est parti de ce monde le 9 octobre 1850. Le Hadmour de Rougine, c'était un ange sur terre. Il était tout le Rebbe, le grand rabbi de toute l'Ukraine et en Autriche. Ça veut dire tout le monde connaissait le Hadmour. C'est lui qui a dit que le fil bleu, qui connaissait le poisson, le chilazon, et c'est pour cela que certains chassidim portent dans leur tzitzit le fil bleu. C'est lui qui a découvert, après beaucoup d'enquêtes, le chilazon, ce fameux poisson. On relate même qu'un jour, un homme dénonçait Rabbi Israël de Rougine auprès du tsar Nicolas Ier. Ça veut dire même en tant que rave, il ne faut pas croire que les rabbanim, comme je dis souvent, ont la vie calme, eux-mêmes les pauvres. Et ils ont dit à Nicolas Ier, qui était l'empereur de Russie, qu'il cherchait à se rebeller contre le royaume. Et c'est pour cela que le pauvre, il a été emprisonné, je ne me rappelle plus combien d'années, il a été emprisonné, à tel point que le roi, il a envoyé un espion qui s'est déguisé en juif, aisé, pour demander au Rav une bracha, et il commençait à critiquer les non-juifs. Mais Baruch Hashem, le Rav n'est pas tombé dans le piège. Et dans sa conversation, il dit non, c'est pas qu'ils sont méchants les non-juifs, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et peut-être que leur cœur, il est bon. Donc ça veut dire que le Rabbi Baruch Hashem n'est pas tombé dans le piège de cet homme-là. Mais comme l'empereur était très 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 jaloux du rabbi, du rabbi de Rougine, pourquoi il était jaloux? Parce qu'il était riche et il était écouté. Et à ce moment-là, c'est que pour cela que malheureusement, ça a monté la tête de l'empereur et il a enfermé le rabbi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il l'a mis en prison. Donc, lorsqu'il va voir le Hadmour de Rougine, lui, il sait qu'est-ce que c'est la prison. Revenons à notre histoire lorsque notre Elkana se trouve devant le rabbi Israël. Et il lui dit, Rabbi, je suis bouleversé de ce qui m'arrive. Et il raconte au rabbi tout le drame dont il était victime. Il dit, jamais moi j'ai pris un couteau pour tuer un être humain, jamais de la vie. Mais son récit naturellement était incomplet, bien sûr, parce qu'il ignorait qu'on avait enterré Olag. Et il ignorait aussi tout le suicide d'Olag et la façon dont le contremaître avait jugé bon de faire disparaître le corps pour protéger tous les Bnei Israël. La seule chose qu'il savait, c'était que Olag avait disparu et que lui-même, ça il le savait bien malheureusement, que lui-même était accusé de meurtre et que maintenant il demande au rabbi une solution, une bracha, et parce qu'il n'arrivait pas à prouver son innocence et il sait que s'il ne le prouve pas, où il va, Haz Shalom, il risque d'aller à la potence et qu'il serait condamné à mort. À sa surprise, le tzaddik est très calme. Et il lui dit, ne te fais pas de soucis, je te promets que rien de mal ne t'arrivera. Et on va retrouver Olag. Il dit, ah bon, on va le retrouver, c'est sûr, Rabbi? Oui, oui. Vous qui écoutez cette histoire, vous vous dites, oh oh, mais le Rabbi il se plante, mais à 100% là. Comment on peut dire qu'on va le retrouver? Il est mort. Le Rabbi, il calme notre patron, il lui dit, ne te fais pas de soucis, on va le retrouver.